l'histoire de l'ancienne Lorette remonte à il y a fort longtemps. Effectivement, sa création remonte à 1673, où une mission huronne, dirigée par un missionnaire, soit le père Chamonot, arriva ici et nomma ce lieu Notre-Dame de Lorette. Ce dernier fut et est encore l'un des missionnaires les plus connus de notre région. S'étant enfui de sa famille en Europe lorsqu'il était adolescent, il s'installa en Amérique et consacra sa vie à guider plusieurs missions autochtones durant près de 24 ans. Il en guida plusieurs en Ontario et à l'île d'Orléans, et même ici dans la province de Québec. Lui et les Hurons l'accompagnant s'installeront finalement sur le plateau nord qui deviendra par la suite le carré formé par les rues Saint-Jacques, Saint-Honoré, Notre-Dame ainsi que Saint-Joseph. Vers 1674, donc près d'un an après leur arrivée, les Hurons bâtiront la première chapelle. Une petite maison pour les Jésuites fut alors annexée à la chapelle. C'est dans celle-ci que durant 19 ans, le père Chamonot enseigna la langue huronne aux jeunes jésuites. Le recensement de 1685 dénombre 18 cabanes sur notre territoire où vivent 146 personnes. Le matin du 21 février 1693, le père Chamonot meurt, à l'âge de 82 ans, après 54 ans de vie en tant que missionnaire ici en Nouvelle-France. Dans l'année de 1697, les Hurons partirent s'établir au village huron actuel, qu'ils nommèrent Jeune-Lorette. Mais quant à eux, les colons français ne sont pas partis, ils sont restés. Notre territoire prit alors le nom de Vieille-Lorette. Ce n'est qu'en 1722, lors de l'érection civile des paroisses, que Vieille-Lorette prit le nom d'Ancienne-Lorette. En 1723, une nouvelle église fut bâtie. Après près de 50 ans de service, la chapelle fut finalement détruite vers 1727. Pendant les 30 années qui suivirent, rien de bien particulier ne se passa. Jusqu'en 1759, où l'armée anglaise a pris possession de l'ancienne Lorette. Durant toute la saison hivernale, l'armée anglaise a occupé l'église. L'ancienne Lorette leur offra un bon poste de garde pour voir si l'armée française arrivait. Sur cette archive, qui est en fait une vieille carte, on voit près de la rue Notre-Dame la forme de l'église et le presbytère à sa gauche. On remarque les retranchements creusés par l'armée anglaise tout près de l'église. Après la conquête anglaise, rien d'important n'arriva jusqu'en 1838, où il y a eu la construction d'une nouvelle église. Comme le dit M. Allard dans son livre sur l'ancienne Lorette, pendant plus de 2 siècles, la population de l'ancienne Lorette fut presque autosuffisante. Sans doute fallait-il aller quérir à la ville le sucre, la mélasse, le thé, le sel, certains tissus et le petit blanc, mais l'essentiel était produit sur place, soit le bois de chauffage, la nourriture, une bonne partie du linge de maison et des vêtements. En 1893, le presbytère datant de 1723 fut démoli. La déconstruction se poursuivit jusqu'en 1907, où l'église datant de 1838 fut détruite. Peu de temps après, la construction d'une nouvelle église débuta. Le 28 juillet de la même année s'effectuait la bénédiction de la pierre angulaire. Haut de 215 pieds, cette fois, cette église possédera 2 clochers. Et c'est finalement en 1910 que s'acheva la construction de l'église Notre-Dame de l'Annonciation. En 1948, nous obtenons le statut de municipalité. Nous changeons également de nom pour nous appeler Notre-Dame de Lorette. Près d'une vingtaine d'années plus tard, soit en 1967, nous obtenons le statut de ville, mais désormais nous serons connus sous le nom de l'Ancienne Lorette. Comme le dit M. Allard, l'Ancienne Lorette n'a eu aucun héros légendaire, seulement des gens ordinaires, mais dont encore aujourd'hui nous avons beaucoup à apprendre. La ville que nous connaissons présentement en doit beaucoup à un certain homme. Il se nomme Émile Loranger. Depuis bien longtemps, cet homme s'implique dans notre communauté pour le bien-être de notre ville. C'est avec sa candidature aux élections municipales de 1983 que le peuple loretain a découvert cet individu. Et évidemment, j'avais bien investi que ce serait pour 4 ans. Et qu'après 4 ans, je rentrais chez moi, je retournais avec mes occupations normales, etc. Et ça fait 32 ans de ça, depuis le 6 novembre 1983, que je m'occupe de la politique municipale de l'ancienne Lorette. À la tête de la mairie depuis toutes ces années, M. Émile Loranger en a vu de toutes ses couleurs. Un certain événement reste plus marquant que les autres, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour la ville. En effet, au début des années 2000, le gouvernement québécois lança un projet se nommant la réorganisation des municipalités de la ville de Québec. Cela consistait en fait à annexer plusieurs municipalités à la ville de Québec. Parmi celles-ci se trouvait l'ancienne Lorette. Donc, il y a eu une fusion forcée qui a été faite.
À l'ancienne Norette, on s'est battu pour empêcher cette fusion-là pendant près de 3 ans. Et finalement, ben, le gouvernement a passé une loi et a imposé les fusions. Et en 2000, à la fin des années 2000, donc en 2001, la ville de l'ancienne Norette a été fusionnée à Québec. Bien malgré les efforts des Lorettains et Lorettaines qui avaient voté à près de 98% contre la fusion. Cependant, dans l'année de 2004, nous avons finalement pu accéder à une promesse électorale émise par le gouvernement libéral. Celle-ci stipulait que quelconque municipalité souhaitant se séparer de la ville de Québec pouvait le faire à l'aide d'un vote. Et c'est quelques mois plus tard que l'ancienne Lorette réobtient son statut de ville indépendante avec 73% des voix. Pour finir, j'ai questionné M. le maire à savoir qu'est-ce qui caractérisait les 17 000 et bien presque 18 000 habitants ici à l'ancienne Lorette. Ce sont des gens extrêmement exigeants. Ils s'attendent à beaucoup, mais en même temps, c'est des gens très compréhensifs. Donc, ils vont comprendre le pourquoi on ne peut pas donner des choses ou pourquoi on doit prendre telle décision. C'est des gens qui vont questionner, qui vont exiger, mais en même temps, qui sont capables de comprendre. Donc, c'est une population qui est intéressante à servir parce qu'on peut échanger avec la population. Les gens ne sont pas là juste pour demander et exiger. Oui, ils demandent, ils exigent, ils ont des attentes, mais en même temps, ils comprennent les situations. Ils vont comprendre les situations financières, ils vont comprendre les situations plus problématiques.